Seconde partie de Liberté sur Parole. Dans cette deuxième heure, j'ai le plaisir d'accueillir un réalisateur, le réalisateur d'un film qui sort mercredi, qui s'appelle Shebab de Yarnouk. Et ce réalisateur, c'est Alex Salvadori Sins. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce film est un film qui se déroule en Syrie, dans un camp de réfugiés palestiniens. Et vous avez rencontré cette troisième génération de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais connu la terre de Palestine, qui sont nés dans ce camp. Alors on dit un camp, ça fait penser c'est dans la banlieue de Damas, c'est un peu une cité, comme on dirait ici, non? Oui, c'est un quartier de Damas, et puis effectivement ça pourrait être considéré comme une banlieue parisienne, donc damassienne, ouais. Voilà, c'est pas un camp fermé avec des checkpoints, etc. C'est un quartier palestinien de Damas, un petit peu. Enfin, oui, avec une identité très forte palestinienne, avec toute une signalétique dans la ville de Damas qui indique le camp, qui porte toujours le nom camp, et avec à l'intérieur du camp vraiment l'histoire de la révolution palestinienne et du conflit israélo-palestinien. Alors ce film, c'est important de le dire, il a été tourné en 2008, 2009, 2011. 2009-2011, donc juste avant la révolution qui a tourné en guerre civile. Donc vous avez rencontré des jeunes gens qui vivent dans ce quartier, dans ce camp, et vous les avez filmés. Vous avez filmé leur vie quotidienne de cette bande d'amis juste avant la révolution, évidemment, sans savoir que la révolution allait avoir lieu. Alors l'histoire de ce film, je crois, est un petit peu particulière parce que vous n'êtes pas parti là-bas en tant que cinéaste. Non, alors à la base, je suis parti pour faire une recherche en anthropologie sur l'engagement de la jeunesse réfugiée palestinienne de Syrie. Et petit à petit, ça c'était en 2006, et petit à petit j'ai atterri dans un centre de jeunes qui était à l'intérieur du camp, un centre qui proposait des activités pour toute la jeunesse palestinienne, des activités artistiques, du prêt de matériel, que ce soit de la photo, de la vidéo, une pièce pour répéter des pièces de théâtre, tout un espace de création que les Shebab s'étaient accaparés, puisqu'ils avaient cette envie qui était extrêmement forte de faire quelque chose et autant de documenter le camp que, de vraiment s'approprier cet espace, puisque c'est aussi l'ambivalence du film où il y a un rejet et à la fois il y a un amour qui est très fort. Et donc voilà, on s'est rencontrés dans ce lieu et on avait tout de suite beaucoup d'affinités communes. Et alors, Shebab, c'est quoi? Parce que c'est des combattants, les Shebab, normalement. C'est eux qui se nomment comme ça? Les Shebab, Shebab en arabe, c'est les jeunes, c'est le pluriel de Shab en arabe classique. Et en arabe dialectal, c'est les gars, les mecs. Et donc, Yallah Shebab, c'est on y va les gars. Donc entre eux, ils s'appellent Shebab. Après, Shebab, c'est aussi le terme qui a été employé pendant la première et la seconde intifada pour parler de la jeunesse palestinienne qui s'était justement mobilisée et qui avait déclenché ce soulèvement. Donc voilà, c'est aussi aujourd'hui là peut-être cette connotation là, mais à la base c'est de l'arabe avec. D'accord, il y a des Shebab et il y a des Shebabettes aussi, parce qu'il y a des filles dans votre film. Voilà, c'est pas du tout un film, exactement. C'est pas un film que sur les gars. Non. Voilà. Alors ce qui est frappant, c'est que voilà, c'est un peu des jeunes. On retrouve cette ambiance qu'on peut voir dans tous les films qui parlent justement des camps et peut-être même qui parlent aussi des banlieues. Une ambiance où on les voit beaucoup fumer, beaucoup discuter, beaucoup dormir, et on sent un certain ennui. Est-ce que je me trompe? Moi, c'est cet ennui, voilà, c'est pas vraiment un désœuvrement parce qu'ils font tous des choses, mais il y a quand même cette attente. On sent une attente. Oui, puisqu'ils sont réellement dans cette situation, spécialement au moment où moi je fais le film, c'est-à-dire que certains essayent d'échapper au service militaire, d'obtenir un passeport, de fuir la Syrie. Puisque justement, autant ils peuvent se sentir chez eux dans le camp, parce que le camp est nourri par toutes les histoires que leurs grands-parents leur ont racontées, et que depuis tout petit, en fait, ils sentent palestiniens de souche.
mais il reste dans un pays qui est pas le leur, un pays dictatorial où il est dur de vivre et d'arriver spécialement à faire de l'art et à créer en Syrie, puisque la censure est très forte. Et donc, face à ça, effectivement, les seules activités, fumer par exemple, c'est combler l'ennui, et puis c'est une des seules activités qui leur est proposée par le régime, entre guillemets. Et à côté, ils fument aussi beaucoup de pétards, parce que c'est un échappatoire, et que dans le film, il y a beaucoup de souffrance, puisque il y a plusieurs tentatives d'obtention de visa, et puis à chaque fois, il y a la démarche qui est faite, qui est enclenchée, et puis il y a la réponse négative. Et donc du coup, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et puis finalement, ils se retrouvent entre eux à avoir créé cette petite communauté où entre eux, ils se sentent bien, et que c'est vraiment au sein de ce groupe qu'ils arrivent à subsister, entre guillemets. Ouais. Il y a une idée de huis clos aussi dans le film. Alors, je le dis pour ceux qui vont venir le voir, c'est un film où il y a assez peu d'indications, surtout au début. On rentre vraiment, on les suit, on est avec eux, on vit leur vie en fait, c'est un petit peu ça. On les voit manger, discuter, on partage leurs interrogations. Par petites touches, on évoque la Nakba, c'est parce qu'il y en a un qui raconte l'histoire de ses grands-parents. Le droit au retour est évoqué, mais au détour d'un passeport où il y a la fameuse question piège. Est-ce que vous abandonnez votre droit au retour, etc. Donc à chaque fois, on peut tirer le fil de l'histoire, on peut s'y intéresser, mais on peut aussi voir ça comme un film juste sur des jeunes. C'est volontaire de ne pas avoir voulu être didactique sur l'histoire palestinienne. Oui, alors moi, mon regard que je porte sur eux, c'est vraiment ce regard d'être une bande de jeunes qui pourraient être n'importe où, et puisqu'ils ont des questionnements qui sont universels, et c'est ça aussi qui a fait qu'on était très proches, c'est que finalement on a plus ou moins le même âge, et que leurs questions on partageait tout ça, c'est-à-dire que moi au moment du film, on a 2-3 ans d'écart, et puis moi j'entreprends de faire ce film, eux ont envie de faire des films. Le service militaire, je l'ai pas vécu, puisque je suis passé après 79, et que j'ai eu cette chance de pas le faire, et que eux se retrouvent dans cette complication. Moi j'ai un passeport magique qui me permet de partir du jour au lendemain là où je le désire, et eux pas. Et donc du coup il y a vraiment ce parallèle entre eux et moi que moi je filme à travers ma caméra, et donc voilà, ça c'est le premier regard, c'est des êtres humains comme n'importe où. Ensuite ils sont réfugiés palestiniens, et ensuite ils sont réfugiés palestiniens en Syrie. Donc c'est cette déclinaison là que j'ai voulu mettre dans le film, et j'avais envie que les gens j'avais pas envie de connoter le film à travers justement les représentations politiques que le mot Palestine ou palestinien, réfugié peut emmagasiner. Et j'avais envie que le spectateur rentre dans le film et puis arrive justement à saisir de quoi il s'agit, et qu'il les voit justement avec ce regard que moi j'avais. Mais ça, c'est assez réussi. De même que vous évoquez la censure, elle est très peu évoquée, sauf une scène sur un toit où il y a deux de vos protagonistes qui se rendent compte tout d'un coup que quelqu'un leur fait signe en face pour leur demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et puis on s'imagine du coup que ça a dû être compliqué. On réalise qu'on est en Syrie, on réalise qu'on est dans la dictature de Bachar el-Assad. Alors c'est vrai qu'on a un peu oublié, maintenant que les Américains discutent avec lui, on va finir par le trouver très bien. Mais néanmoins, c'était un pays où, encore pire que la Tunisie de Ben Ali, où dès qu'on disait un mot, il était automatiquement rapporté. C'était une dictature très très dure, où même des enfants pouvaient être torturés pour avoir blasphémé, ou offensé le chef d'État. Tout ça, on n'en parle plus maintenant, parce qu'il y a évidemment la guerre qui a pris le dessus, mais c'est quand même une dictature à l'époque où vous filmez très 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 policière, très forte, où chaque citoyen est un flic potentiel. Oui, alors du coup, c'est ce qui est malheureux aujourd'hui sur la question syrienne, c'est qu'il y a tout un peuple qui souffre, et que finalement, les médias l'emportent, et qu'on oublie ce que fait Bachar et ce qu'il a fait, et que au final, pour moi, c'est aussi parce que d'un coup, la Syrie a été plaquée en première tête de gondole dans les médias, et alors que personne ne s'était jamais intéressé plus ou moins sur ce sujet-là, et que effectivement Bachar, on connaît pas
si on n'a jamais été en Syrie, on s'est jamais vraiment intéressé au Moyen-Orient, ben c'est normal de pas avoir ces connaissances-là. Et donc, ben, on se rend pas compte de comment fonctionnait le régime en interne pour arriver à asseoir sa position. Et que ben c'est tout un système qui est policé avec effectivement il y a, quand je dis que tout à l'heure on parlait d'échappatoire à travers la cigarette, les pétards et autres, ben c'est que justement c'est une jeunesse qui se sent oppressée doublement, celle-ci puisqu'elle est palestinienne, donc elle a aussi un rôle à jouer entre guillemets au niveau de la cause et défendre la cause palestinienne et blablabla, mais voilà, ça reste du blabla parce que eux, en fait, ils ont d'autres envies. Ils n'ont pas envie d'être considérés comme réfugiés palestiniens avec tout ce rôle à jouer. Dans le film, c'est vraiment eux qui s'imposent en tant que personne et ben j'ai envie de me réaliser. Et la solution, c'est de fuir ce pays. Et donc il y a tout ce système de Morabarat, les services de renseignement qui sont omniprésents dans le sens où n'importe qui peut travailler pour le gouvernement puisque c'est une sorte de troisième salaire. On informe sur ce qui se déroule dans le voisinage et c'est ce qui se passe quand on est sur le toit puisque faire un film, filmer en Syrie, c'est interdit. Et donc vous êtes allé sans autorisation. Hein. Voilà, le film est fait de manière clandestine. Je passe par la voie légale en arrivant dans le pays par la frontière. Et puis dans mon sac, j'ai tout mon matériel. Donc j'étais seul, je faisais le son, l'image, la réalisation. Et il y avait cette responsabilité qui était extrêmement forte, qui était extrêmement stressante, puisque rentrer dans le pays à chaque fois pendant 3 ans, revenir où j'ai fait 8 allers-retours, et à chaque fois de repartir avec les rushs sur lesquels j'avais enregistré leur vie. Et donc du coup... ça les mettait en danger. Ça les mettait en danger, alors que moi je suis petit français avec où on peut imaginer, du moins je l'espère, que si jamais il s'était déroulé quelque chose... pour moi, diplomatiquement, peut-être que mon gouvernement aurait fait quelque chose, alors que eux, non. Et malgré tout, ces conditions-là, ils ont accepté de participer au film, parce que justement, il y avait cette envie qui était extrêmement forte de montrer que cette jeunesse existe, puisque c'est une jeunesse qui, autant dans le monde arabe que dans le monde que ici en Europe ou ailleurs, qu'on n'a pas cet imaginaire sur cette jeunesse. On nous vend une jeunesse arabe qui est tout autre qu'une jeunesse qui finalement pourrait paraître complètement européenne avec les mêmes valeurs que... Mais carrément. Même on a l'impression, je me faisais la réflexion en voyant le film, on a l'impression qu'ils sont en prison, c'est-à-dire qu'ils ont des activités très très contraintes dans l'espace parce que on les voit très peu sortir. Très peu aller dans les rues, par exemple. Enfin, c'est aussi des contraintes de votre tournage, mais on les voit à l'intérieur ou sur les toits. Et on les voit toujours en train de fumer, de manger, de dormir, de parler. Et c'est vrai qu'il y a voilà, c'est un petit peu des cellules, voilà, et des activités contraintes par l'espace. Alors, c'est une contrainte qui a été donc effectivement par le tournage. C'est le dispositif le cœur du film à travers le dispositif qui est celui de filmer le camp à travers le point de vue des immeubles, puisque il y a aussi autre chose qui est dans les camps de Palestiniens. Donc à la base, c'est un terrain vague en 48 qui a accueilli les réfugiés, donc qui sont réfugiés dans les pays limitrophes à la Palestine. Le camp de Yarmouk qui date des années 55, 57, et entre-temps, les gens étaient accueillis dans les mosquées, dans les écoles et autres. Et puis d'un coup, en fait, il y a eu ce camp qui a été aménagé. Au début, c'est des tentes, et puis petit à petit, en fait, c'est du moellon, et on commence à construire en dur, puisque finalement, ce qui devait être temporaire dure, et de génération en génération, chacun se retrouve à construire sa chambre, son étage, et agrandir. Donc là, c'est la dernière génération, on est sur les toits, c'est le dernier étage, en au-dessus, c'est le ciel, et donc eux, ils surplombent le camp. À côté de ça, quand ils se déplacent, donc ça, c'est les conditions de tournage qui étaient que, effectivement, je pouvais pas tourner dans la rue, mais et que par chance, ils habitaient, donc ils sont en haut, donc j'ai pu filmer le camp avec un peu de lumière quand même, avec des oiseaux, voilà, c'est ouvert. Et puis avec aussi une vision sur tout le camp, c'est-à-dire surplombante. Mais du point de vue des immeubles. Et
mais quand ils se rendent d'un lieu à un autre, parce qu'ils sont enfermés, mais c'est aussi leur propre volonté. C'est-à-dire que dans le film, on les voit tout le temps à l'intérieur parce que c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils vont dans la rue, c'est uniquement pour se déplacer d'un point A à un point B. Mais la rue, ils y restent pas. Pourquoi? Parce que justement, ils s'y sentent pas en sécurité, parce que déjà, bon, alors eux, politiquement, forcément, ils critiquent le régime, mais je parle bien avant de la Révolution. Et que du coup, il y a toujours des oreilles qui traînent à droite et à gauche. Donc, dans la rue, finalement, ils sont un personnage, ils sont pas eux-mêmes. Chacun joue un rôle. Et puisque n'importe qui peut dénoncer, comme je le disais. Ensuite, ils fument beaucoup de pétards. Donc, forcément, il y a aussi cette problématique où c'est la prison ils risquent aussi la prison, et donc ils n'ont pas envie de se faire arrêter ou autre. Et donc voilà. Donc, c'est entre eux et chez eux qu'ils se retrouvent. D'accord. On va écouter la bande-annonce que j'ai maladroitement essayé de doubler en français, mais c'est assez raté, mais ça va nous donner une idée quand même. المخيم تحب وطنا Tu aimes لا une patrie que تعرف tu ne connais pas. ولم ترى كل ما Je sais أعرفه juste que la هو أن Palestine est le فلسطين هي camp, المخيم et le camp un morceau de la Palestine. وقطعة من فلسطين. لما تيجي على مخيم اليرموك لا تنظر لمخيم اليرموك هلا يعني تطلع له بالسبعينات كنت تشم ريحة عبق الفلسطيني وعبق الثمرة وعبق الفصائل وعبق انك فلسطيني. شو بدنا نضل اولاد مخيمات يعني؟ ما بدنا نصير اولاد بلد مثلا. شو بدك تعمل ما بعرف. الله بيسر. الشهداء وانهلوا من رضا شر البلية وهل هناك شر من هذه البلية؟ مهما حدث سنعود جندي تصورنا هاي المصائب هيك عم تصير. هنا ليرموا هنا ليرموا أكيد المكان التغيير الصحي هو المكان أفضل، بس Mais le problème est المشكلة مو هون. si tu ne peux pas المشكلة إذا ما sortir, طلعت برا qu'est-ce que tu شو fais? بدك تساوي؟ Voilà, c'est juste une petite ambiance. Malheureusement, on n'entend pas très bien la traduction française. Et c'est dommage. Parce que ce que vous avez fait avec ces jeunes, Axel, c'est que vous leur avez demandé, à la fois, vous les regardez vivre, vous écoutez leurs conversations spontanées, que ce soit entre filles, que ce soit entre générations, parce qu'il y a aussi des choses qui essayent de se passer entre générations. C'est d'une grande bienveillance, en général. Ils sont dans une réflexion commune. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de tension. Les tensions, elles sont racontées, mais vous, en tout cas, vous avez peut-être choisi de ne pas les filmer si elles existent. Mais dès qu'ils essayent de s'exprimer sur le camp, d'écrire et de dire, ils racontent la complexité de décrire ce qu'on vit au quotidien, parce qu'on n'a pas forcément la distance pour le faire. Mais ils le font dans des mots très choisis, très profonds, et ça donne voilà, beaucoup de beauté à ce film. Oui, c'est des poètes. Ouais. Non, ils ont. En fait, donc du coup, moi, je voulais faire exister ce camp aussi à travers leurs propres mots, qu'on en sente réellement la force. Et puisque je pouvais pas filmer le camp, je leur ai demandé d'écrire à chacun une lettre et avec cette lettre, ils s'adresseraient aux spectateurs pour décrire leur état d'âme par rapport à cet espace. Et ce qui a été pas si simple, puisque c'est un peu comme un travail scolaire au final, où à chaque voyage j'arrivais et puis voilà, là, à la fin là j'aurais besoin de la lettre et puis la lettre était faite le dernier jour, au dernier moment. Normal. Voilà, normal. Et
Et donc finalement, j'ai réussi à toutes les obtenir. Et puis oui, c'est plein de poésie, puisque déjà l'arabe est une langue très poétique. Vous parlez l'arabe? Alors moi, je ne parle pas arabe. Je suis loin d'être bilingue, mais par contre, j'ai pas mal de vocabulaire et je sais de quoi on parle. Donc quand je filmais, c'était vraiment que je comprenais de quoi il s'agissait et que c'était en lien avec ce que moi je voulais raconter. Donc entre nous, on communiquait en anglais et c'est ça aussi ce qui était fort dans toute cette expérience, c'est que je vivais avec eux, je partageais leur quotidien vraiment 24 heures sur 24 où j'oubliais ma vie personnelle et je me greffais à la leur. Et il y a eu des super moments où vraiment ce sentiment d'être chez Bab ils ont réussi à m'emmener sur un terrain de foot à 2h du mat alors que je n'ai jamais joué au foot de ma vie et la première fois que j'ai joué au foot, c'est avec eux à 2h du matin dans Yarmouk. Et donc il y avait toute cette poésie à travers les lettres et ces lettres qui défilent à travers le film et qui racontent lorsqu'il y a des événements assez forts, j'avais envie qu'elles surgissent et qu'elles en disent un peu plus par rapport à ce camp. Ouais. Alors, on va parler des personnages, mais avant, je rebondis sur quelque chose. Vous dites que vous avez joué au foot à 2h du matin, ça, on le voit pas dans le film. Mais ce qu'on voit beaucoup dans le film, c'est le jour se coucher ou se lever, ou on sait pas d'ailleurs s'il se lève ou s'il se couche. Et juste, il y a cette idée aussi de décalage par rapport à la vie de quelqu'un qui se lève le matin, qui se couche le soir, en même temps que le soleil. Là, on les sent décalés par rapport au soleil. Oui, c'est pas faux. En fait, ils sont artistes, donc déjà ils travaillent chez eux. On les voit pas beaucoup travailler. On les voit pas beaucoup travailler, ça c'est vrai aussi. Mais ils travaillent pas parce qu'en fait ils sont aussi en attente de visa et en attente de départ. Et donc forcément, à des moments ils pouvaient partir. Il était question qu'ils partent dans 2 semaines, qu'ils partent dans 3 semaines, et puis à chaque fois, voilà ce que je disais, c'est l'espoir est rompu Et puis du coup, certains font des petits films pour les ONG, d'autres font du graphisme pour la boulangerie du coin. Et après, effectivement, quand j'y allais, ils travaillaient rarement. Mais leur potentiel de création, il s'incarne dans les lettres, en fait. Ouais. C'est là où on se dit, mais oui, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste des glandeurs là qui sont en train de fumer des pétards. Il y a des choses à l'intérieur, mais je pense qu'il y a des choses à l'intérieur de tout le monde d'ailleurs. Mais ça, ils sortent quelque chose là, vraiment, et c'est dans ces lettres que s'incarnent leur personnalité, leurs ambitions, leur capacité créatrice en fait. Ouais, non, ils sont beaux et puis des choses à dire, ils en ont et effectivement quand il y a je sais pas, d'un coup je pense à la lettre de Allah qui nous parle de sa mère qui peigne sa chevelure qui est la métaphore de elle peigne la tristesse. Peigne sa tristesse, ouais. Et en fait ils sont nourris aussi avec tous les poèmes de Mahmoud Darwish et du coup il y a beaucoup d'influence et oui c'est extrêmement fort Voilà. Alors on va les présenter peut-être. Vous avez commencé par Allah. On a évoqué Allah. Allah, on le voit au début du film. On le voit partir et ensuite on le voit sur Skype. Allah, lui, il réussit à partir et il part avec sa compagne au Chili. Il va faire des études de cinéma, c'est ça? Voilà, c'est celui dans le film qui est celui qui arrive à partir, qui va vivre tous les événements depuis l'extérieur et qui va faire une école de cinéma au Chili et se réalise aujourd'hui, il a 2-3 ans d'avance par rapport aux autres et donc 3 ans d'avance dans le sens où il a abouti à ce qu'il voulait faire et il quitte le film à la moitié et à la fois c'est un personnage qui est très proche c'est un des meilleurs amis puisque c'est des 2 autres personnages masculins et puis féminins aussi mais voilà il entretient une relation avec une Palestinienne du Chili qui travaille parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens au Chili et qui travaille à Yarmouk et puis il profite du fait
que elle retourne au Chili pour partir avec elle, et puis le Chili leur donne un visa, alors que la demande pour un pays européen est refusée, et puis le Chili, voilà, il l'accepte. Et donc du coup, il part, et puis ils vont se marier, et puis du coup aujourd'hui, il attend d'avoir la nationalité chilienne. Donc, il a fait ce choix qui est évoqué sur Skype. Mais avant, on va parler de cette fameuse scène où il retrouve ses copains par ordinateur, par écran interposé, qui est assez forte. Mais une autre scène très très forte avec lui. On va en entendre la bande son parce que la bande son est aussi, très particulière. وانا طول القعده حاسس انه في شيء بتحكي لي اياه بس هي مش قادره. وكان في هيك جو يعني كانت عم تبكي وكان في شيء مش منيح. تاني يوم انا كنت متوقع انه تحكي معي، واذا ما حكيت معي انا راح كنت احكي معها يعني اقول لها انه تعي ونحكي. بس كل شيء كنت متخيله انه شو ممكن الحديث بيناتنا يعني. كل شيء كنت مخطط له انه احنا ما فينا نستمر سوا عشان هيك وهيك 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 وهيك، واحنا فينا نضل اصدقاء وما نخسر بعض يعني بالاخير يعني. مثل ما احنا هلا يعني. هلا انا فتت وحاولت ابلف الحديث، فهي صفعتني على وجهي بالخبر غريبة. انه بدون 15 يوم ما حكيت معك انه كنت حامل. لقيت سويت عملية وانهضت. انا بهاي اللحظة كنت ما عارفان شي يعني، ما عارفين شي من شي. قلتلي شو اسمك بقول لك شو Alors, Axel Salvadori, Sint, c'est du Mozart dans un film syrien, c'est étonnant. Oui, alors du coup, c'est étrange parce que bon, c'est une scène très très intime où en fait on nous parle de c'est quelqu'un qui se confie à ses amis sur sa copine qui était enceinte et qui a avorté sans lui dire. Et lui, après 3 jours de disparition, d'un coup, il rentre à la maison et il arrive avec une petite fiole d'alcool et il ne dit rien. On voit tous qu'il est extrêmement peiné. Il se pose sur le canapé, il met de la musique et pendant 1 heure, il est dans ses rêveries et d'un coup, il se lève et il me demande « Axel, prends ta caméra et viens ». Et on s'installe tous dans le salon et là d'un coup c'est un monologue où à travers la musique il rentre en ce que j'appelle une espèce de transe, ou en tout cas il se laisse porter par cette musique et il dit tout. Il dit tout, mais c'est comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'il fait monter la dramaturgie. Vous le dites comme ça, elle a avorté son bébé, mais au départ on croit il le dit qu'à la fin qu'elle a avorté, parce qu'on le voit dans l'incompréhension, parce qu'elle lui parle pas, il se dit qu'il va rompre avec elle. Ensuite, il réalise qu'elle a porté son enfant, parce qu'elle allait être un enfant, et ensuite qu'elle a avorté. Enfin, ça colle totalement avec cette musique. Je crois que c'est en plus les Noces de Figaro ou un truc comme ça, hein, si je me trompe pas, qu'on entend. C'est assez hallucinant cette scène. C'est un super cadeau, enfin, de nous le donner, de l'avoir filmé et puis de vous l'avoir donné à vous.
Ouais, pour moi, mais c'est ça qui fait aussi le film, c'est qu'ils sont extrêmement généreux et que ils ont vraiment donné, ils se sont livrés entièrement. Et cette séquence, elle dure, dans le film, elle doit durer entre 6 et 7 minutes, il me semble, et elle aurait pu être encore plus longue, mais oui, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort et puis même encore aujourd'hui, alors du coup il y a beaucoup de gens qui sont dans le doute à savoir si c'est du in ou si c'est du off, la musique, parce que du coup qui pense que c'est moi qui ai rajouté cette maison. Non, moi j'ai lu dans le dossier de presse que c'était pas vous, mais on a du mal à le croire parce que c'est tellement. Vous disiez justement de la musique classique en Syrie. Et donc du coup en fait c'est ça en fait, c'est que eux pareil, il y a pas de stéréotype en fait, il y a pas de, ils rentrent pas dans les cases. En gros, si vous aviez voulu illustrer le film, peut-être vous n'y auriez pas pensé. Mais en même temps, c'est tellement ça, c'est la musique qui passait à ce moment-là. En même temps, le gars, c'est un cinéaste, c'est un peu un metteur en scène, c'est un peu un réalisateur. Enfin, il a tout ça, il met sa vie en scène aussi. Complètement c'est une collaboration, ce film, quelque part, parce que vous bossez avec des artistes, des gens qui font du théâtre et qui savent aussi ce qu'ils disent, même si, et comment ils le disent, même s'ils le font de manière très naturelle et que c'est très profond et réel. En même temps, il y a c'est des petites stars, quoi. C'est des petites stars. Je valide. Et alors les filles aussi, hein. Parce que là, on a parlé que d'un garçon pour l'instant, mais il y a aussi particulièrement, il y a 3 filles, dont une qui est française, je crois, qui d'ailleurs filmera la dernière scène du film, qui est l'amie j'ai oublié son nom. Sa mère, qui lui se bat comme un fou pour ne pas partir au service militaire. Qui essaye de faire des démarches. Et là, on comprend aussi tout ce qui est la Syrie, tout ce qui est ce camp, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'avoir des combines. C'est une grande discussion qu'ils ont à un moment, c'est à propos d'un gars qui est dans l'armée et qui fait du théâtre, c'est est-ce qu'il est pistonné ou pas? C'est toujours la première question qu'on se pose sur chacun. C'est on voit l'ambiance quand même, on voit que rien n'est normal, que rien n'est logique, que rien n'est dans notre logique, en tout cas ce qu'on espère qu'elle est ici. On doit rentrer dans un système totalement différent dès qu'on est adolescent là-bas, même quand on est enfant, j'imagine. Oui, faut savoir, ça s'apprend. Après le camp, c'est aussi une autre école, mais du coup, tout s'obtient par les combines et ça c'est classique, oui. Et donc, alors, on parlait des filles. Il y a un truc qui, comme toutes les jeunes femmes, et puis on en a parlé là déjà avec l'histoire d'Allah, c'est le fait d'avoir des enfants, pas seulement quand et avec qui, mais surtout qu'est-ce qu'elles vont pouvoir leur offrir, parce que elles veulent pas faire des enfants du camp, elles veulent peut-être pas faire un Xème étage au-dessus de leur tête. C'est ça en fait leur problème. Ouais, il y a toujours cette problématique. Ouais. Après. Elle en parle, donc ces deux séquences se juxtaposent dans le film, et du coup, oui, il y a celle qui pourrait, parce qu'elle a l'âge, elle est en couple et autre, mais il y a toujours ce questionnement finalement, à quoi ça sert de retransmettre ce statut, et puisqu'elle est elle-même témoin de la difficulté de ce que c'est, et donc elles échangent, elles en parlent, et c'est une scène entre filles, c'est la seule scène réelle d'intimité féminine à travers le film, et avec tous ces questionnements, et puis l'amour du camp, et puis à la fois, on a autant envie de le fuir mais à la fois on y est attaché parce qu'on y est né, et à la fois ça tourne un peu en rond, mais. Puis alors il y a ceux qui partent là. On a évoqué Amer qui lui il voudrait partir. Il voudrait partir n'importe où, en Pologne, en France, il essaye en Algérie. Il essaye de fuir un peu partout, d'échapper aussi au service militaire, parce que d'après ce qu'ils disent, c'est pas franchement rigolo de faire son service militaire en Syrie. Et puis plus on attend, plus c'est difficile. C'est ce que raconte celui qui y est, Hassan. Hassan, lui, il décide de partir, de partir à l'armée. De partir à l'armée. C'est un choix. On perçoit mal d'ailleurs pourquoi, ou peut-être c'est moi, pourquoi lui il décide d'y aller. Alors lui, il décide puisque justement il est en couple. Il est en couple avec Wahed, qui est la blonde, et il est arrivé à un moment, à un stade où
il se doit de quitter le foyer familial, il se doit d'organiser un mariage, de trouver un appartement et d'avoir les moyens pour subvenir aux besoins de la future famille. Et donc il y a toute cette pression qui l'entoure, et donc après avoir maintes fois essayé d'échapper en faisant des études, parce que ils font des études pour échapper au service militaire, c'est aussi une des raisons en fait. Par exemple, un des personnages, Samer, dont on parlait juste précédemment, lui, il s'est inscrit en fac d'anglais, il a suivi des études en anglais, mais il est jamais presque allé à la fac. Il allait au centre de jeunes où je l'ai rencontré, pratiquer des activités en lien avec lui, ce qu'il voulait faire, de l'image, du cinéma, des films. Et donc il désertait les bancs de la fac, ça lui permettait juste d'échapper au service militaire. Puis une fois qu'ils peuvent plus, Hassan, qui lui avait terminé ses études et du coup cette option-là n'existe plus, on paye un bakshish chaque année, on paye une somme. Et puis ça peut continuer comme ça pendant des années. Il y en a qui payent pendant 30 ans, parce qu'au final il y a une grosse somme qui est demandée pour y échapper totalement, mais ils n'ont pas encore cet argent-là pour pouvoir le faire. Mais en tout cas c'est possible. Et donc sa mère, ce personnage, lui, va essayer pendant 6 ans d'y échapper, pour terminer à la fin du film, finalement, à le faire. Alors que, au début du film, son ami Hassan, lui, va le faire parce que, justement, il est dit c'est 2 ans, parce que c'est 2 ans quand même, hein. Ouais, c'est celui du camp, celui de la bande qui va rester, qui pensait rester, à Yarmouk. Et donc il n'avait pas cette envie par rapport aux autres de voyager, de découvrir le monde, de fuir. Il se sentait vraiment attaché en tant que Palestinien. C'était justement peut-être celui le plus politisé par rapport au camp et sa situation. Oui, c'est lui qui parle de sa grand-mère qui venait de se marier quand elle a... Je sais pas si durant la Nakba. Durant la Nakba, et qui dit... il y avait du kéfir dans le frigo, moi je veux qu'on me le rende. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, oui, lui, il est vraiment... Enfin voilà, il a envie de rester pour l'histoire. Parce que parce que voilà, c'est... Oui, parce que c'est un droit, et c'est un droit, et son droit, il veut qu'on lui rende. Il veut qu'on lui rende, voilà. Il n'a pas lâché. Voilà, il n'a pas lâché. Alors que les autres sont plus dans... la Palestine, avec une palestinité très forte, mais avec un désir d'ailleurs. De vivre, de s'échapper. Ces projets individuels. D'ailleurs, il y a une discussion avec son père qui est très belle aussi, entre Hassan et son père, où justement, je crois que c'est bien son père, hein, ouais, c'est où justement, il sait, ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que c'est sans acrimonie. C'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement très différents, tous ces jeunes. Il y a celui qui veut rester, ceux qui veulent partir, mais il n'y a aucun jugement. Non, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et ça, c'est pas fabriqué. Il n'y a aucun jugement. Et puis l'idée qu'ils se soutiendront toujours. Et ça, on le voit dans le moment où elle a les contacts par Skype. Ils sont tous devant l'ordinateur et donc ils voient leur copain qui est parti au pays des tremblements de terre faire du cinéma. Et puis, il n'est pas en train de sauter de joie, Allah. Il leur raconte que les questions d'identité, elles se reposent à lui là-bas. On lui dit tu peux devenir chilien, tu peux changer ton nom, devenir quelqu'un d'autre. Et il se retrouve dans les mêmes questionnements qu'il était un petit peu dans le camp aussi, où il était palestinien, mais seulement sur un bout de Palestine qui n'était pas la Palestine. Et là, il se retrouve, on sent que son identité propre et compliquée, elle sera toujours avec lui. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais et c'est le voyage qui lui permet de le découvrir. Et c'est sympa de partager ça avec ses copains et de pas juste leur faire la carte postale. On sent leur lien très. C'est ça aussi qui fait que ce film reste avec nous, parce que on les envie pour ce lien très très profond et très sincère, très juste. Je sais pas quoi dire d'autre, juste, je suis un peu envieuse de ces gamins. En fait, moi, je suis très content d'entendre ça, parce que du coup, vous avez vraiment compris l'essence du film, et donc c'est ce que moi, je voulais faire sentir, en tout cas. Ouais. Mais alors bon, on va parler un peu de... Alors, on a parlé d'Amer, lui, qui finira par aller au service militaire, ça on l'apprend à la fin du film, hein, c'est juste un carton dans le générique qui nous le dit. Et bon, il y a cette jeune femme,
Tasnim, voilà, qui elle a un copain italien, je crois, et qui voudrait aller le rejoindre, puis qui en même temps elle est complètement déchirée parce que bon, elle a déjà sa famille. C'est très difficile de quitter sa famille. On le voit au départ d'Allah. On a cette scène vraiment poignante avec le père qui s'empêche de pleurer, la mère qui arrête pas de pleurer, la sœur qui demande de rester. Enfin, c'est déchirant, et parce que ils savent bien au fond que oui, c'est pour 5 ans, oui, on se dit toujours que c'est pour 3 jours ou 3 ans, mais en fait, au fond, ils savent tous qu'ils se reverront pas. Enfin, ou pas avant très très longtemps. Je sais pas s'ils sont revus, mais ils savent tous que même pas intuitivement, ils savent tous que quand on quitte le camp, on n'y revient pas. Et ça, c'est dit plusieurs fois dans le film sous des angles différents. Ces garçons qui vont travailler à l'étranger pour nourrir leur famille et puis qui finalement, leur couple se brise parce que c'est trop loin, parce que la vie suit son cours. Quand on quitte le camp, on change de vie aussi. Et c'est ça justement qui fait que cette jeune femme que j'évoquais, elle a à la fois très envie d'aller vivre ailleurs et elle a très peur de partir. Alors elle est vraiment entre les deux. C'est ce personnage-là qui déjà elle goûte à l'Occident parce qu'elle a un passeport allemand. Elle est née avec nationalité allemande et donc elle a cette possibilité de fuir que les autres n'ont pas. Sauf que justement il y a tout cet attachement à cette bande, à ses amis, au camp, à sa famille, et donc à chaque fois qu'elle part, parce que le copain que vous évoquiez, il a vécu à Yarmouk pendant 2 ans, et puis il rentre en Sicile, là d'où il vient, et puis elle part le rejoindre quelques mois, elle vit 3-4 mois en Sicile, et puis elle n'arrive pas en fait à se faire à l'Europe, donc elle revient, elle reste 3-4 mois, elle repart, et donc elle est toujours dans cette ambivalence-là, et elle n'arrive pas à se fixer, à choisir l'un ou l'autre, et ça se démontrera encore plus par les événements qui vont suivre, puisque au moment où la révolution arrive, elle décide de rejoindre la Syrie, alors qu'elle était à l'extérieur, et de rentrer au camp, parce qu'elle voulait vivre ça avec eux, elle pouvait pas vivre ça à l'extérieur. Et donc elle va vivre 2 ans et demi de guerre avant que les Chebab justement la poussent à utiliser son passeport magique pour que elle se sauve en fait, pour la sauver, et qu'elle vive, puisque la vie n'existait plus, et donc voilà, il y a toujours cette parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de jugement envers les uns et les autres, et à la fois il y a toujours cette fraternité qui est très forte, et moi je crois que c'est aussi ce sentiment-là que j'avais avec eux, où finalement c'est une relation qui est très intime. J'ai vu beaucoup de souffrance pendant de nombreuses années, pendant 3 ans de tournage. Je les ai vus vraiment dans tous les états, et puis finalement, c'est pas une relation amicale, c'est pas une relation amoureuse, mais je pense que c'est une relation fraternelle, et c'est ça qu'ils ont tous entre eux. Et alors le film se termine par une lettre qu'on vous lit. Voilà, là où ça s'adresse à vous, puisque votre prénom est donné, c'est Axel, voilà, et on sait, mais ça on le sait qu'à la fin du film, que c'est pas vous qui filmez, mais que c'est donc Céline, c'est l'amie de Homer, sa mère, j'y arriverai jamais. J'ai pas de problème avec les noms propres, qu'ils soient français ou étrangers, mais je retiens pas les noms propres. Et donc voilà, qui filme, et c'est plutôt, ça se termine sur quelque chose de plutôt optimiste. On sait que Hassan et sa compagne vont se marier. C'est plutôt c'est à la fois égal à eux-mêmes, et puis c'est plein d'espoir. On sent une envie, un espoir de révolution, la recherche du citoyen syrien, là, qui est beaucoup évoqué dans le film. Alors évidemment, quand on sait ce qui s'est passé par la suite, ça nous retourne les tripes d'entendre ça. Mais à la fois, on comprend ce qu'ils recherchaient dans cette révolution, comme les Tunisiens. On comprend que c'est pas le manque de forcément d'argent, ni le manque de nourriture, ni que c'est le manque de dignité qui les fait bouger. Oui, c'est l'oppression. C'est l'oppression, et c'est l'oppression morale aussi. C'est l'obligation d'être obligé de payer un petit fonctionnaire. C'est l'humiliation au quotidien qui va faire bouger ces hommes et ces femmes.
Et ça, on sent que c'est sur le point d'éclore à la fin de votre film. Et alors évidemment, la suite de l'histoire, qui n'est pas dans le film, fait que ça donne à ce film une force absolument dramatique et on peut pas s'empêcher d'y penser, on peut pas s'empêcher de penser au gâchis. Quand on voit ce film, on peut pas s'empêcher, d'être désespéré par ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est le malheur de ce film, d'avoir filmé un endroit qui n'existe plus. Oui, parce que vous le dites, il y a 60% du camp qui a été détruit. Qui a été détruit, oui. Et donc la dernière séquence du film, c'est une lettre donc collective qui a été. Alors moi, mon dernier passage en Syrie date de décembre 2011. Donc c'est 8 mois après le début des événements. La séquence Skype qu'on évoquait, c'est la révolution vient de commencer. On est en mars, c'est le 23 mars 2011, et donc c'est 8 jours après le début des événements de Deraa, avec la torture des enfants et qui marque le début de cette révolution. Et du coup, moi, je rentre en Syrie à ce moment, je rentre en France, excusez-moi, à ce moment-là. Et puis, j'ai beaucoup de mal à repartir, puisque d'un coup, en fait, la révolution, donc il y a tout ce que les médias colportent, puisque au début, moi-même, en étant en Syrie, je lisais la presse étrangère et j'étais extrêmement surpris de lire que toute la Syrie était en révolution, alors que c'était très localisé. Il se passait énormément de choses, mais c'était vraiment à des endroits spécifiques. Mais du coup, cet état, en fait, a fait que forcément, quand on est à l'extérieur et qu'on le vit pas, on a beaucoup plus de mal à revenir. Et à la fois, j'avais ce désir très fort qui était de vivre ça aussi avec eux, puisque moi, ça faisait 3 ans que j'avais ce rythme, tous les trimestriels de partir chez eux. Et là, d'un coup, cette révolution m'empêchait de le faire. Et donc, puisque la fin du film a été modifiée à cause des événements, c'est pas ce que moi j'avais prévu. Et vous aviez prévu quoi? À la fin, ça allait être justement, normalement, il devait y avoir le mariage, il allait avoir sa mère qui allait terminer son service militaire ou autre, mais que du coup, c'est forcément qu'il allait pas avoir cette révolution. Et donc j'ai profité du fait que Céline, qui est la compagne de sa mère, qui est une Française, qui elle, un peu comme moi, elle vient régulièrement parce qu'elle a son copain, et puis parce qu'elle fait des recherches aussi de sciences humaines au Moyen-Orient. Et puis elle a fait une demande de visa qui est une magnifique déclaration d'amour, puisqu'elle a demandé un visa à l'ambassade de Syrie à Paris en joignant une lettre où elle expliquait que elle avait son amoureux qui était dans le camp, et que c'est pour cette raison qu'elle se rendait en Syrie, c'est pour le visiter. Et à ce moment-là, l'obtention de visa est déjà très dure à obtenir. Et puisque la révolution est vraiment en marche, et elle obtient un visa de 6 mois qui lui délibère. Et donc je profite de sa présence à elle pour lui demander cette lettre collective. Donc c'est-à-dire que moi j'ai orchestré le tournage depuis l'extérieur, que ça soit l'équipe ou la mise en scène, et à la fin je leur demande de se lever. Et pour moi j'avais besoin en fait de les voir debout. De les voir debout. Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils sont beaucoup allongés assis. Hein. Ils sont très allongés et souvent assis, effectivement, mais du coup, il y avait, pour moi, le fait qu'ils soient debout, c'était, on est là, et on est toujours là, et c'est still alive, et que, on va se battre. La situation est dure, elle est pire que au début du film, puisque finalement, dans le film, toute la souffrance qu'on voit pendant le film, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. Mais à l'époque où ils écrivent cette lettre, ils ne savent pas encore qu'elle va être encore pire que pire. Qu'elle va être encore pire que pire, non. Voilà. Il y a encore cet espoir, malgré tout. Voilà. Il y a cet espoir. Il y a un but. Là, ils ont un but à leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont devenir des citoyens. Ils peuvent envoyer tout ça valser. Enfin, en tout cas, on sent qu'ils y pensent. Oui. Et puis, pour moi, il y avait cette envie très forte de, voilà, on est là et on va se battre pour y arriver. Et on est 4. Et c'est là où on rentre dans justement la tragédie, puisque sur ces 4 qui sont debout,
Aujourd'hui, il y en a plus que 3 et c'était ça aussi, forcément cette angoisse quand on vit, quand on connaît un lieu qui subit la guerre, qui subit la violence de l'homme au quotidien et qui en gros, le camp a été bombardé. Le camp a été bombardé. Il y a eu une guerre civile à l'intérieur entre une branche palestinienne qui est soutenue par le régime de Bachar al-Assad et puis l'opposition qui s'est formée en face et puis différentes milices qui ont été mises à l'intérieur, placées et donc il y a une cacophonie guerrière qui a surgi et un des personnages, donc Hassan, a disparu. Alors, on va voir comment il est mort, effectivement, parce que il y a la version soft dans le film où on dit qu'on a annoncé à sa famille qu'il avait été tué alors qu'il essayait de passer un checkpoint. Mais en fait, vous expliquez que la manière dont sa famille l'a appris, c'est-à-dire plusieurs mois après, ça veut dire qu'il a manifestement été torturé à mort, quoi. Il a sans doute vécu des heures terribles. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, il a décidé de rester. Il restait avec sa femme. Il voulait rester. Il s'était engagé dans une des composantes de la révolution. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas pendant le début de la guerre ? Alors en fait, lui, son arme à lui, c'était justement son humour, son rire. Et c'est quelqu'un c'est un peu le fanfaron de la bande, Hassan. Il a toujours une blague mal placée à insérer, ou bien c'est celui aussi qui réchauffe l'âme de chacun, puisque lui, il a accepté sa situation et donc du coup, il y a beaucoup de confidence entre eux à chaque fois. Ils se partagent leurs sentiments. C'est aussi le plus solide, même physiquement. Hein. C'est celui qui a été le plus baraqué, qui est bien assis, bien sur ses jambes. C'est qui regarde droit. C'est aussi celui, il est un peu le pilier. Hein. Ouais, c'est le pilier. Et du coup, en fait, avec les Chebab, il réalisait des films une espèce de sketch comique dans lequel il se mettait en scène et puis il parlait sur ce qui se déroulait à travers le camp, où il faisait des courts-métrages, pareil, toujours avec cette vision humoristique sur ce qui se déroulait à l'intérieur. Et en fait, il parlait des choses simplement, mais en prenant des petits détails qui en disaient beaucoup. Et puis, en fait, juste cette manière de faire qui était inappropriée pour beaucoup. C'était diffusé où, sur Internet ? C'était sur Internet, sur YouTube, et voilà. Donc ça, lui, c'était son arme à lui et à eux, puisque les Chebab faisaient l'image, le montage, et puis lui était l'acteur principal. Et donc voilà, pour le coup, c'est aussi ce qui est positif dans une révolution, c'est-à-dire que, pendant le film, vous parliez plus ou moins de léthargie par rapport à leur état d'immobilisme, et puis la révolution en fait les a fait créer, et tous se sont lancés dans des projets de films, et d'un coup, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter, parce que finalement moi ce que je raconte, vous pouvez le raconter parce que c'est pas votre quotidien, parce que mais c'est pas mon quotidien. Mais eux sont moins conscients de ça, ou c'est plus difficile forcément d'en prendre conscience, mais alors que là, il y avait quelque chose de nouveau, et que pour eux, il fallait faire quelque chose, et d'un coup, ils se sont réalisés en tant qu'individu. Et Hassan a été un des protagonistes de ce mouvement-là. Ils ont créé une association, un mouvement qui a été hyper relayé à travers les réseaux sociaux pour tous les réfugiés syriens et palestiniens, et à travers au dehors de la Syrie. Et jusqu'au jour où justement il était arrivé à terme, il voulait monter un film qu'il avait tourné à travers le camp, et puisqu'il a subi une formation de réalisation, il s'est formé au Liban illégalement, il est parti pendant la guerre. C'est marrant de dire subi une formation. Ouais, parce que c'est peut-être pas le terme approprié, mais mais c'est parlant. Mais du coup, il est sorti de Syrie pour se rendre au Liban pendant 10 jours avec des réalisateurs arabes qui ont formé un groupe de 5-6, et puis ils sont tous retournés en Syrie filmer. Et donc lui, il faisait partie de ce workshop informel, et
Et donc l'envie était vraiment forte, puisqu'il a eu l'opportunité déjà de fuir, il se retrouvait ailleurs, et il revient quand même. Et donc c'était vraiment un acte de résistance pour lui de rester au camp. Et puis un jour, en fait, une fois qu'il avait terminé le tournage, et que la famine dans le camp était extrêmement forte, il a profité d'une trêve pour s'échapper, et ce jour-là, en fait, il a été arrêté. Il le savait, hein, mais il pensait que justement l'option du bakshish allait sauver. Et cette fois-ci, non, ils ont pris l'argent comme d'habitude, mais ils l'ont mis dans la poche, mais ils l'ont quand même arrêté. Et 2 mois et demi sans nouvelles, Wahed, sa compagne, était avec lui au moment de l'arrestation. Et 2 mois et demi après maintes démarches auprès des autorités administratives, pénitentiaires et autres, ils ont appris d'un coup, on vous dit sèchement que la personne que vous recherchez, elle est déclarée comme morte depuis 2 mois et demi. Et donc, sans rendre le corps, donc la dépouille n'a toujours pas été vue par quiconque. Et ce qui signifie en langage syrien, c'est que justement il a été torturé à mort et qu'on ne peut pas rendre la dépouille dans cet état-là puisque la dépouille est immontrable. C'est le seul qui est mort, mais les autres tous les protagonistes du film ont tous fui. Le camp, ils sont tous. Sa mère qui lui a fini par terminer le service militaire et il a réussi à fuir aussi. Il a réussi à fuir, il a fui 2 semaines avant l'annonce de la mort de Hassan, avec beaucoup de culpabilité aussi, puisque du coup il savait que son ami était, entre guillemets, ils s'attendaient tous à cette nouvelle, puisque quand on est en Syrie, on sait comment ça marche et que c'est rare, pas sorti dans les 2 jours, c'est rare de voir quelqu'un au bout de 2 mois qui ressort. Et en tout cas, il y a beaucoup de chances que ça se déroule comme ça. Et puis, d'un coup, c'est sauver sa peau. Et donc il est sorti. Il est allé au Liban. Et il est resté à peu près 6 mois au Liban. 2 semaines après son arrivée au Liban. Donc déjà, au Liban, il se retrouve en fait réfugié palestinien de Syrie, réfugié au Liban. Donc ce qui commence à faire beaucoup de particules. Et qui plus est, leur situation est encore plus précaire puisque au Liban, les Palestiniens ont toujours été considérés comme les boucs émissaires dans la guerre civile, et donc il y a un racisme extrêmement fort envers les Palestiniens, doublement envers eux puisque ils viennent de Syrie et que la Syrie a une emprise sur le Liban. Donc ils sont pas gâtés malheureusement, et ils ont un visa d'entrée d'1 semaine. Et au bout d'1 semaine, ils sont considérés comme sans papier et ils ont aucun avenir qui est jouable puisqu'ils peuvent pas travailler et autres. Donc au bout de 6 mois, ils ont bénéficié d'un visa français. Leur demande a été acceptée et Wahed a rejoint la copine de Hassan après l'annonce de la mort de son mari. Elle a rejoint sa mère au Liban, et puis ils ont fait leur demande ensemble. Et en juillet dernier, ils sont arrivés en France. Alors, paraît-il que le film a servi à ce qu'ils puissent venir un petit peu. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu, on m'a dit que quelqu'un du service d'accueil des réfugiés avait vu le film et avait énormément aimé le film. Et donc du coup, à partir de là, moi je me suis lancé dans cette démarche de contact. Et donc oui, ils ont bénéficié de ce passage-là, et ce qui est extrêmement beau, et à la fois ce qui est extrêmement oui, c'est dramatique, dramatique aussi. Quand on a fait, je veux dire, si on a sauvé la vie de 2 personnes avec un film, de toute façon, là, qu'il sorte ou pas, votre film, c'est gagné quand même. Oui, non, c'est sûr. On s'en fout. Faut que tout le monde le voit, bien sûr, mais j'ai toujours, ça restera quelque chose d'extrêmement. Je pense que voilà, c'est votre premier film. Pour un premier film, je vous souhaite d'en faire plein d'autres, mais je me dis que ça va être compliqué. Mais je remercie justement sincèrement cette personne. On s'est rencontrés dernièrement il y a peu, et je l'ai vraiment serré dans mes bras. J'ai toujours rêvé de lui apporter un bouquet de fleurs dans son bureau, chose que j'avais jamais faite, mais c'était très beau de le rencontrer, et c'est rare d'avoir des personnes comme ça aussi bien placées. Ouais. Dernière question, est-ce qu'ils sont toujours en contact, les Chebab qui restent? Alors ça c'est compliqué, puisque du coup ils vivent tous
chacun des choses individuelles aujourd'hui. Le collectif n'existe plus dans le sens où ils se retrouvent dispatchés à travers le monde. Quand je dis le monde, c'est vraiment ça. Ouais, entre le Chili, l'Italie, la France. La France, et puis si on continue, l'histoire est longue, sachant que par exemple, petit aparté, mais le papa de sa mère, le personnage qui va au service militaire à la fin du film, eh ben, lui, à 58 ans, se retrouve à prendre un bateau illégalement depuis Latakia, qui est une ville portuaire en Syrie, un bateau qui part pour l'Indonésie, donc à être clandestin pour l'Indonésie, et aujourd'hui qui se retrouve dans un camp de rétention sur une île à Christmas Island, au large des côtes australiennes, en attente d'entrer en Australie. Ça fait 2 ans que ça dure, et que à 58 ans, sa volonté, c'était juste que avec la guerre, il voulait qu'en fait ses enfants, puisqu'il leur reste 3 enfants de 12-13 ans, et il voulait juste que ces enfants-là en fait puissent bénéficier d'une vie normale un jour, et c'est pour ça qu'il est parti à 58 ans. Et du coup, en fait, c'est une petite aparté, mais à 58 ans, je pense qu'on aurait d'autres choses à faire que de moisir quiconque, mais encore plus à cet âge-là, je trouve que c'est séparé de tout et autres. Et donc chacun se retrouve dispatché. Dernièrement, il y a eu pour le Nouvel An, ils sont tous retrouvés à Paris. On a organisé ça à la maison, où il y avait une vingtaine de shebabs qui se sont pas vus depuis 3-4 ans, qui sont arrivés de Suède, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Italie, d'Espagne, de France, et qui se sont revus pour la première fois depuis les événements. Après, étrangement, en fait, chacun vit ça individuellement, personnellement, et certains n'arrivent pas en fait à communiquer leur souffrance, qui est parce que finalement s'ils se contactent, c'est pour parler de choses extrêmement dures, c'est pour parler du camp qui est détruit, de leur famille qui essaye de sortir de Syrie, qui est encore là-bas, et finalement il y a aucune joie dans leurs échanges, c'est se rappeler encore et encore cette tristesse. Donc votre premier film est un film d'archives, ça fait bizarre à dire comme ça, hein, parce que voilà, vous avez filmé quelque chose qui déjà n'existe plus. Mais bon, malgré tout, voilà, ces gens-là existent toujours, ils portent cette histoire, et puis vous restez, même si c'est compliqué, c'est quand même chez vous qu'ils se retrouvent. Oui. J'essaie de faire ce lien, de garder ce lien avec eux et entre eux aussi. En tout cas, voilà, on termine cette émission. Merci beaucoup, Alex Salvador. Axel, voilà, je suis complètement dyslexique. Axel Salvadori Sins. Ce premier film, donc, Les Shebabs de Yarnouk, il sort mercredi. On pourra le voir au moins au cinéma à la clé pour les Parisiens. Pour l'instant, ouais. Dans le 5e, et puis sans doute à l'espace Saint-Michel ou dans le quartier, de toute façon, voilà. Alors, on attend les dernières salles, et puis après, avec une liste d'avant-première, et puis la programmation qui est affichée sur le site internet Les Shebabs de Yarmouk. Eh ben voilà, merci vraiment pour ce film, pour ce que vous faites, et continuez. Juste, on l'a pas dit, mais parce que je ne l'ai pas vu, mais vous avez fait un court-métrage qui a suivi un hommage à Hassan, justement. Voilà, Cher Hassan. Cher Hassan, on peut le voir quelque part? Il y a un trailer sur internet, et puis c'est un film que je vais libérer bientôt sur le web. D'accord. Bon, donc vous le chercherez, vous le trouverez. Merci beaucoup, Axel, pour ce film. Et merci également à Serge Tendero qui réalisait cette émission, dont on va lancer le générique avec presque 20 minutes de retard, mais c'est pas grave, on est là pour déborder. Liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à l'heure et de bonne humeur. Excellente semaine à tous. Et puis je vous signale que si vous n'avez pas entendu encore assez Axel, et c'est le cas parce qu'il a encore plein d'autres trucs à dire, mais il sera également l'invité. Voilà, parce que c'est une matinée spéciale Axel Salvadori Sins. Voilà, spéciale Shebabs de Yarnouk, ils le valent bien. Donc à 11h, vous le retrouvez dans l'émission Vive le cinéma, toujours sur Aligre FM. Donc restez avec nous. Excellente semaine à tous.
Aligre FM 93.1. Culture et liberté.